Bonjour, nous voici réunis pour cette bulle de voix et aujourd'hui je vous propose d'étudier un cas clinique, celui de Madame A, 55 ans, que j'ai vu en bilan phoniatrique en mars 2019. Le motif de cette consultation phoniatrique était lié à l'orthophoniste de la patiente. En effet, c'est son orthophoniste qui a adressé la patiente pour un bilan phoniatrique en raison de difficultés vocales existant depuis une chirurgie de la thyroïde. Malgré la prise en charge orthophonique, les difficultés vocales persistent. Les seuls renseignements que l'orthophoniste avait à sa disposition étaient le résultat de l'examen ORL fait en post-opératoire qui notait absence de paralysie récurrentielle mais corde vocale droite hypotonique. Dans ce contexte, l'orthophoniste avait besoin d'un diagnostic phoniatrique précis, notamment pour orienter la prise en charge orthophonique. Les antécédents de cette patiente étaient marqués par une thyroïdectomie pour un goitre en juin 2018. Depuis, elle est traitée par lévothyrox avec un bon équilibre sur le plan biologique. Elle est suivie en orthophonie depuis septembre 2018, c'est-à-dire 3 mois après l'intervention. Il s'agit d'une patiente tabagique avec un tabagisme important évalué à 30 paquets années. 30 paquets années, ou le paquet année, c'est l'unité que l'on utilise pour quantifier le tabagisme, et 30 paquets années équivaut à la consommation d'un paquet par jour de cigarettes consommées pendant 30 ans. Il faut signaler que ce tabagisme est sevré complètement depuis l'intervention chirurgicale. Madame A est proviseure de lycée, actuellement en activité. La première partie du bilan est le recueil des plaintes exprimées par la patiente. Ces plaintes, concernant les difficultés vocales, bien entendu, sont en fait beaucoup plus larges dans notre recherche puisque l'on va évaluer toutes les fonctions laryngées. Ça, on le fait à chaque fois, à chaque bilan, mais on va y être d'autant plus attentif quand il peut y avoir une suspicion d'atteinte neurologique, et comme c'est le cas souvent dans la chirurgie thyroïdienne. En effet, dans ce cas, la première chose à laquelle on pense est l'atteinte d'un ou des nerfs récurrents. Il faut donc en tout premier lieu, avant d'évaluer la voix, évaluer les autres fonctions laryngées dans l'ordre des priorités vitales, à savoir la respiration, pendant et en dehors de la parole, la déglutition, les efforts à glotte fermée, puis la voix. En ce qui concerne la respiration, Madame A s'est plainte lors des premières semaines qui ont suivi l'intervention d'être très essoufflée en parlant. Actuellement, elle a encore un manque de souffle dans la parole, notamment pour terminer ses phrases. Elle ne se plaint pas de dyspnée à l'effort et elle n'a pas de difficultés respiratoires pendant le sommeil. En ce qui concerne la déglutition, elle ne fait pas de fausse route. Elle a cependant parfois l'impression que certains aliments, les liquides ou les solides, restent bloqués et elle doit déglutir plusieurs fois pour les faire progresser. Les efforts à glotte fermée sont tout à fait possibles et efficaces. Il en est notamment le cas pour la toux et le hémage, mais également pour les efforts de soulèvement et de poussée, comme la défécation. En ce qui concerne la phonation, Madame A nous signale qu'elle n'avait pas de problème de voix avant la thyroïdectomie. En post-opératoire immédiat, elle a présenté une aphonie qui a duré quelques jours mais qui a récupéré rapidement. Actuellement, elle trouve sa voix grave, voilée et peu puissante. Elle a du mal à parler longtemps. Elle peut chanter, mais elle a des difficultés pour aller dans les aigus. On lui fait souvent des remarques sur sa voix, surtout au téléphone. On lui demande si elle est malade ou bien pourquoi elle est enrouée, mais jusqu'à présent, on ne l'a jamais appelée monsieur au téléphone. Au total, actuellement, en ce qui concerne les plaintes, celles-ci portent sur ses difficultés pour adapter le souffle à la phonation, sans autres difficultés respiratoires, sur ses troubles de la déglutition, consistant en des blocages alimentaires, et surtout sur la modification de la hauteur et les altérations du timbre de la voix par rapport aux perceptions antérieures de la patiente, mais également de son entourage. Enfin, elle a des difficultés pour utiliser la voix forte et la voix chantée. Globalement, quand on lui pose la question, elle précise que le handicap vocal porte surtout sur l'utilisation professionnelle de sa voix. La première des choses que je fais lors de la consultation phoniatrique, c'est d'écouter la voix du patient et de la coter. Pour cela, j'utilise une échelle
que j'ai personnalisées et des mesures que je fais de manière systématique. L'échelle que j'utilise est celle de Irano que j'ai modifiée. Le premier item de cette échelle, c'est le T, qui correspond à la tonalité, que je cote selon que je la trouve normale, pour une femme, pour un homme, pour un adulte, pour un enfant, ou bien que je trouve grave ou aiguë. Je cote également l'intensité, avec la lettre I, que je vais coter comme normale, forte ou faible. Je cote le grade de l'altération vocale, c'est-à-dire l'intensité des altérations, et ceci est coté de 0 quand il n'y a pas d'altération du timbre à 3 quand l'altération est très importante. Je cote le R pour l'éraillement, de 0 quand il n'y a pas d'éraillement, 1 quand j'entends un grésillement, 2 quand j'entends un éraillement net et 3 quand j'entends une bitonalité. B représente le souffle que l'on entend au cours de la phonation. Donc 0, pas de souffle. 1, pas de souffle véritablement audible, mais plutôt un aspect de voix feutrée. 2, un souffle net. 3, une absence de sonorisation. C'est-à-dire que dans ces cas-là, les patients utilisent uniquement la voix chuchotée. Le A, qui est le A de asthénie pour Irano, pour moi, je le cote de manière globale comme une fatigabilité vocale, une voix fatigante, un geste hypotonique. Et donc, je le cote également de 0 à 3. À l'inverse, je cote aussi le S comme un comportement de forçage, que ce soit sur le plan du geste vocal, du comportement vocal global du patient, ou sur le plan de l'utilisation vocale. Je cote ici également de 0 à 3. Il y a un nouveau I pour l'instabilité du timbre, que je cote en 1 si le timbre est instable, ou 0 s'il n'y a pas d'instabilité. Et enfin, je termine la cotation par un R pour la raucité, que je différencie de l'éraillement. 0 quand il n'y a pas de raucité, 1 quand il y a une raucité. Je rappelle ici la fréquence fondamentale moyenne des femmes et des hommes. Je note aussi les valeurs normales du temps maximum phonatoire sur un A. Et je rajoute la comparaison que je fais du TMP sur un A, un Z et un M afin d'évaluer l'impact, le gain, de l'impédance rapportée sur le larynx. Voici un enregistrement de la voix de Madame A au cours de la lecture. À l'écoute de la voix de Madame A, je vais donc remplir mon échelle de cotation et à mon oreille, la tonalité est aggravée. L'intensité est normale, le timbre me semble altéré avec surtout un éraillement parfaitement audible, un léger souffle. Globalement, je trouve que le comportement vocal est plutôt hypotonique avec une fatigabilité vocale. Lors de l'examen, je n'ai pas noté sur le plan de l'examen du geste vocal d'éléments en faveur d'un comportement de forçage vocal. Je dis bien sur le plan du geste vocal. Il y a un peu d'instabilité. Le timbre n'est pas altéré de manière homogène. Et enfin, j'entends de la raucité sur la production des sons aigus. Le fondamental moyen de cette patiente est situé à 170 Hz. Et on voit sur les comparaisons des temps maximum phonatoires qu'il n'y a peu ou pas de gain de l'impédance rapportée. C'est-à-dire, lorsque l'on effectue une production vocale avec une constriction du conduit vocal, il n'y a pas d'amélioration du temps maximum phonatoire. Je fais juste une petite remarque pour vous dire que le fondamental moyen est mesuré en cours de conversation, pas sur l'enregistrement de la lecture. Finalement, à l'écoute de la voix de Madame A et avec les données de l'entretien, on peut commencer à faire des hypothèses. On voit finalement que cette patiente présente une aggravation de la hauteur tonale, une altération du timbre avec un éraillement et une raucité sur les aigus. Elle a une mauvaise coordination pneumophonatoire
avec un raccourcissement du temps maximum phonatoire, peu ou pas de gain de l'impédance rapportée sur le larynx. Tout ça nous permet déjà de nous poser quelques questions. Est-ce que cette aggravation de la hauteur tonale est liée à l'utilisation privilégiée du mécanisme lourd pour améliorer l'accollement des cordes vocales? Est-ce que l'éraillement est lié à des problèmes de synchronisation qui eux-mêmes seraient en rapport avec une différence sur le plan organique ou fonctionnel des cordes vocales? Ou bien est-ce que ces désynchronisations seraient liées à la présence d'une lésion sur l'une ou l'autre des cordes vocales? La raucité dans les aigus fait-elle référence à une altération de la structure d'une ou des cordes vocales qui empêcherait le déroulement des vibrations et des ondulations? Ou bien cette raucité est-elle liée à une hypertonie très importante qui empêche le déroulement des ondulations et des vibrations? Le défaut d'accollement des cordes vocales qui se traduit par le souffle est-elle lié à la présence d'une lésion? Est-ce que c'est lié là aussi à l'hypertonie qui retentirait sur le déroulement du cycle vibratoire? Est-ce lié à un défaut de réglage de la pression sous-glottique et ou de la pression d'accollement des cordes vocales? Super. Respirez. Super. Respirez. Respirez. À partir de cet examen vidéo, on va pouvoir faire des captures d'images pour faire une analyse plus fine avec plus de temps à notre disposition. Première image, une photo réalisée au cours de la ventilation. Cet élément est important puisqu'il nous permet d'éliminer des troubles de la mobilité des cordes vocales. En effet, chez cette patiente, l'adduction phonatoire et l'abduction respiratoire sont possibles et tout à fait symétriques. Sur cette image, je vous mets les différents éléments anatomiques. Je vous ai également localisé géographiquement cette photo en vous précisant où est l'avant, où est l'arrière, la droite et la gauche, pour qu'on soit tous bien d'accord sur les éléments qu'on décrit. Ici, la pathologie porte sur la corde vocale gauche. Donc cette corde présente une déformation convexe au niveau de son bord libre. Cette déformation est située au niveau de la portion musculo-membraneuse et elle semble occuper l'ensemble de cette portion. Enfin, sur cette photo, on voit un aspect un peu particulier de la commissure qui n'apparaît pas normal. En effet, une commissure antérieure est normalement très pointue, ça fait une forme de V très pointue, alors qu'ici, on a un aspect arrondi qui est caractéristique des micropalmures. La micropalmure est un petit élément malformatif tout à fait bénin de la commissure antérieure des cordes vocales. Cette deuxième image est réalisée en phonation dans le mécanisme lourd. On retrouve certains éléments anatomiques. Ce qui est caractéristique et qui l'était plus encore au cours de l'examen vidéo, c'est la difficulté à exposer le plan glottique. En effet, au cours de cet examen, la patiente avait tendance à avoir un comportement de forçage avec notamment un resserrement antéro-postérieur du larynx. Le resserrement antéro-postérieur veut dire qu'elle avait tendance à garder l'épiglotte rapprochée de ses aryténoïdes. On retrouve l'aspect anormal de la corde vocale gauche avec ce bord libre qui reste déformé en verre de montre. On retrouve un aspect œdémacié, légèrement grisé sur la photo. Et puis, bien visible sur la vidéo, on voit aussi les désynchronisations vibratoires. Les bords libres des deux cordes vocales ne se déplacent pas en miroir. Autre image, réalisée cette fois-ci lors de la tentative du passage en mécanisme 2. Et là, il y a quelque chose de particulier qui nous apparaît, c'est que la patiente ne parvient pas à étirer ses cordes vocales lors du passage en mécanisme léger. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est qu'elle a bien conscience qu'il faut qu'elle élève la fréquence de sa voix
Et pour ça, elle va mettre en place un processus de compensation qui consiste à resserrer ses cordes vocales et à élever la tonicité dans le muscle vocal. À ce moment-là, du fait de cette hypercontraction, de cet hyper-resserrement, les cordes vocales deviennent plus rigides. Et l'augmentation de la rigidité, notamment au niveau de la corde vocale gauche, interrompt totalement les vibrations et les ondulations, d'où la raucité. Dernière image à analyser, c'est celle obtenue lors des sons aspirés. Cette manœuvre est très intéressante sur le plan du diagnostic parce qu'elle nous permet de vérifier plusieurs éléments. Premier élément, la capacité du patient à étirer ses cordes vocales. En effet, lors des sons aspirés, qui est un acte ventilatoire, il y a une bascule réflexe du cartilage thyroïde vers l'avant sous l'action du muscle cricothyroïdien. Donc là encore, on trouve chez la patiente la disparition de ce comportement réflexe, c'est-à-dire l'absence de bascule du cartilage thyroïde. Les sons aspirés nous permettent aussi de déployer la muqueuse des cordes vocales. En effet, lors des sons aspirés, la masse d'air se déplace de haut en bas et vient appuyer sur les cordes vocales, poussant ainsi vers le bas la muqueuse des cordes vocales. Ça nous permet ainsi de visualiser la totalité de sa muqueuse qui apparaît déployée. Ça nous permet aussi de voir sous la muqueuse s'il apparaît certaines lésions. Et là, en l'occurrence, on voit que l'œdème situé sous la muqueuse est tout à fait translucide, homogène, qu'il est assez épais, mais relativement flasque. Enfin, ces sons aspirés nous permettent de bien voir le plan profond, c'est-à-dire les zones blanches que vous voyez notamment du côté gauche sous l'œdème, c'est le muscle vocal recouvert du ligament. Et on voit à droite comme à gauche qu'il n'y a pas d'anomalie structurelle à ce niveau. Finalement, la vidéo-laryngostroboscopie nous a permis de faire le diagnostic de différents éléments. Premier élément important, c'est qu'il n'y a pas de trouble de la mobilité ni de lésions suspectes chez cette patiente. Deuxième élément, la corde vocale droite n'a pas de particularité organique. La corde vocale gauche, par contre, présente un œdème au niveau de sa portion musculo-membraneuse, sans lésion de la profondeur de la corde vocale, ni altération de sa structure. Cet aspect est compatible avec un œdème de Reinke. Autre élément que l'on a pu noter lors de cet examen, c'est l'impossibilité qu'a la patiente d'étirer ses cordes vocales, d'une part lors de la production des sons aigus, mais également lors des sons aspirés. Cette caractéristique signe une atteinte des nerfs laryngés supérieurs. Enfin, on note un aspect particulier de la commissure antérieure, la présence d'une micropalmure qui peut s'accompagner d'une certaine fragilité de la muqueuse des cordes vocales. Nous avons donc maintenant beaucoup d'éléments que l'on va pouvoir mettre en lien, que ce soit des éléments issus de l'entretien, des éléments issus de l'écoute de la voix et enfin des éléments issus de l'examen vidéo. Premier point, les données concernant la respiration. En post-opératoire immédiat, la patiente se plaignait d'être très essoufflée. Il est tout à fait probable qu'elle ait eu une atteinte de la mobilité cordale, mais qui a rapidement récupéré. D'où l'examen fait par l'ORL en post-opératoire qui avait noté une hypotonie de la corde vocale droite. Les difficultés actuelles dans la gestion du souffle ne sont plus liées à une atteinte de la mobilité, puisqu'on a vu que les cordes vocales se déplacent tout à fait symétriquement, mais par contre elles peuvent être liées à la présence de l'œdème qui gêne l'affrontement des cordes et également à une mauvaise coordination pneumophonatoire, qui est peut-être ancienne et jusqu'à la date de l'intervention chirurgicale passée inaperçue et dévoilée par les conséquences de la thyroïdectomie. La patiente ne fait pas de fausse route, mais a l'impression que certains aliments restent bloqués lorsqu'elle avale. Cette gêne, notamment avec les solides,
est souvent retrouvé lors d'une atteinte des nerfs laryngés supérieurs. En effet, ces nerfs sont responsables de l'activité du muscle constricteur inférieur du pharynx. Lorsqu'ils sont touchés, ce muscle ne se contracte plus, ou moins, gênant la progression des aliments. En ce qui concerne la phonation, la patiente nous a dit qu'elle n'avait pas de problème avant la thyroïdectomie. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle n'avait pas de problème de confort de voix avant la thyroïdectomie. Cela ne veut pas dire que le timbre était normal avant cette intervention. En post-opératoire immédiat, elle a présenté une aphonie, probablement en rapport avec l'atteinte de la mobilité cordale, et la récupération rapide a montré que cette atteinte récurrentielle était tout à fait temporaire. La patiente et son entourage perçoivent les modifications de hauteur et de timbre. Il s'est donc bien passé quelque chose au cours de la thyroïdectomie. La thyroïdectomie a déclenché quelque chose ou bien elle a déséquilibré quelque chose. Actuellement, la voix n'est plus aussi maniable ni aussi confortable qu'auparavant. Le geste vocal appris avant la thyroïdectomie ne permet plus d'obtenir un résultat vocal satisfaisant pour la patiente. En ce qui concerne ce que l'on a écouté, ou plutôt entendu, de la voix de la patiente, on note une aggravation de la hauteur tonale avec un fondamental moyen à 170 Hz. Cette aggravation de la hauteur est probablement liée à la recherche d'un meilleur affrontement des cordes vocales en les épaississant, c'est-à-dire en utilisant la partie basse du mécanisme lourd. Par ailleurs, chez cette patiente, il y a une augmentation de la masse vibrante de la corde vocale gauche par l'œdème de Reinke. Et enfin, l'aggravation de la hauteur est liée au fait que la patiente ne peut plus passer dans le mécanisme léger à cause de l'atteinte du nerf laryngé supérieur. L'altération du timbre est surtout liée à la présence d'un éraillement. Cet éraillement est la conséquence de l'œdème de Reinke unilatéral qui fait perdre la symétrie d'aspect des deux cordes vocales. De ce fait, les synchronisations sont plus difficiles à obtenir. Par ailleurs, l'utilisation exclusive du mécanisme lourd peut rendre plus difficile la synchronisation des cordes vocales par manque de tension du bord libre. Le souffle audible lors de la phonation est probablement lié au défaut d'affrontement des cordes vocales par rapport à l'œdème de Reinke. Par ailleurs, l'augmentation de la rigidité des cordes vocales pour contrôler la hauteur entraîne une diminution des forces de fermeture au cours du cycle vibratoire, ce qui participe aussi à la diminution de la qualité de fermeture. La raucité entendue lors de la production des sons aigus est en rapport avec la rigidité excessive des cordes vocales qui entraîne une diminution des vibrations et également liée à la présence de l'œdème de Reinke qui, en soulevant la muqueuse, fait disparaître les possibilités d'ondulation. Finalement, le diagnostic phoniatrique va se faire sur 3 versants. Premier versant, la thyroïdectomie. Elle a bien été à l'origine d'une modification du fonctionnement du larynx chez cette patiente. Probablement, dans un premier temps, cette thyroïdectomie s'est accompagnée d'une paralysie récurrentielle, très temporaire, qui a bien récupéré, en tout cas en ce qui concerne la mobilité des cordes vocales. Par contre, on sait qu'au niveau de la micro-innervation, il reste peut-être des difficultés qui vont entraîner des troubles de la coordination de l'ensemble des muscles intrinsèques du larynx et qui peut donc entraîner par eux-mêmes des difficultés au niveau du timbre. Deuxième point, l'œdème de Reinke, qui lui n'est pas lié à la thyroïdectomie mais qui est lié au tabagisme de la patiente. Il s'est développé sur une corde vocale uniquement. Il va donc entraîner une forte asymétrie des deux cordes vocales, ce qui va expliquer en grande partie les difficultés du timbre. Enfin, la lutte contre cet œdème de Reinke, mais également contre ce que la thyroïdectomie et l'atteinte neurologique a pu entraîner, modifie le geste vocal de cette patiente et a probablement entraîné un comportement de forçage qui explique sa fatigabilité. La prise en charge orthophonique va donc devoir se faire selon ces 3 versants. D'une part, le travail de la motricité laryngée, le travail de la bascule du cartilage thyroïde,
Les nerfs laryngés supérieurs sont responsables de l'innervation du muscle cricothyroïdien qui assure la bascule du cartilage thyroïde sur le cricoïde. Mais une partie des muscles sous-hyoïdiens prennent aussi attache sur le cartilage thyroïde et l'osioïde et peuvent à leur tour devenir des acteurs de la bascule du cartilage thyroïde. Donc il est important de pouvoir continuer à travailler cette bascule. Le deuxième point va aller sur des consignes d'hygiène vocale et il va falloir soutenir la patiente dans la poursuite de son sevrage tabagique. En effet, seul l'arrêt total et définitif du tabac permet à l'œdème de Reinke de se résorber. Enfin, la prise en charge du comportement de forçage vocal et la mise en place d'un geste vocal adapté aux besoins de la patiente lui permettra de réduire la fatigabilité vocale, de réduire le comportement de forçage et ainsi favoriser la résorption de l'œdème de Reinke. Pour le phoniatre, cette prise en charge orthophonique, elle est une aide très importante à la décision thérapeutique ultérieure. En effet, en fonction des progrès du patient, de l'amélioration de la voix, mais aussi des conclusions d'évolution de l'orthophoniste, on pourra prendre éventuellement une décision de phonochirurgie, notamment pour réaliser une exérèse de l'œdème en cas de persistance des difficultés vocales, alors que le geste vocal mis en place est tout à fait confortable et adapté aux besoins de la patiente.